Kongo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya nkasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka, Kongo mboka ya bankoko. Kongo mboko mwana pamba lobi mboko lula yango. Kongo ya Afrika, Kongo mboka ya kitoko. Kongo ya batu mayele, Kongo bakobikisa yo. Monsieur le Président, représentant de la communauté congolaise à Alger, Monsieur le Docteur Tchani, distingués invités, chers conférenciers, nous
vous présentons ici présent notre programme de ce soir. Tout à l'heure, nous allons inviter le pasteur Kamba pour une courte prière. Interviendra l'hymne national et nous allons passer la parole à notre orateur du jour, qui est le docteur Tchani. Viendra par la suite, il y aura le mot du secrétaire général du COCOM. Interviendra par la suite l'intervention de notre orateur du jour. Et le reste, nous allons vous donner les grandes lignes après l'intervention de notre orateur. Nous allons nous lever pour chanter l'hymne national. Je crois que devant vous, il y a des papiers. Pour cela, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fonds qu'on a coupés. Et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, béni Congo, des aïeux Congo, bien-aimé Congo, bien-aimé Congo. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. bien, merci. Merci, mettez-vous. Nous invitons par la suite la maman secrétaire générale pour son mot de circonstance. Bonsoir. Avant de commencer, j'aimerais vraiment présenter les excuses pour ces désagréments, pour le retard par rapport au programme. C'était prévu que nous puissions commencer à 16h30, mais il y a eu des petites complications. En tout cas, je vous présente sincèrement nos excuses. Monsieur le vice-président de la communauté congolaise, Monsieur Noël Tchani Mwadavita, haut fonctionnaire de la Banque mondiale, Messieurs les membres de la délégation, Messieurs et dames de la communauté congolaise, distingués invités, chers conférenciers, en vos titres et qualités respectives, bonsoir. En ces jours mémorables où nous sommes honorés par la présence de notre conférencier en la personne de M. Noël Tchani Mwadavita, haut fonctionnaire à la Banque mondiale, ici présent à Raleigh, pour la conférence débat sur la République démocratique du Congo, dont le thème est « Ma vision du développement de la République démocratique du Congo », afin de créer des opportunités pour tous. Grande est notre satisfaction de vous retrouver parmi nous et vous exprimer notre expression de gratitude et de reconnaissance. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole en cette circonstance consacrée au développement de la République démocratique du Congo. Comme cela est de coutume, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous remercier d'avoir accepté de répondre à notre invitation malgré vos multiples occupations. Mes remerciements s'adressent également à tous les membres de la communauté congolaise de Raleigh
pour cette mobilisation tout azimut. Nul n'ignore que la mission dévolue à la communauté congolaise est de rassembler tous les Congolais et Congolaises de la République démocratique du Congo, faciliter le développement économique et social de ses membres, supporter les projets qui servent d'intérêt des États-Unis d'Amérique et de la République démocratique du Congo. En outre, en ce qui nous concerne ce soir, la COCOM a aussi la mission d'organiser des forums, de débats, conférences sur divers aspects sociaux, économiques et politiques. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le souci majeur qui nous anime tous, c'est la République démocratique du Congo. Notre pays ainsi que notre dénominateur commun, qui depuis 1960 marque toujours le pas, faute d'hommes de bonne foi et de bonne volonté pour participer et contribuer efficacement au développement intégral de la République démocratique du Congo. Aussi, au manque des débats démocratiques pouvant ouvrir les horizons et des opportunités pour tous. Ainsi, grande est notre joie de nous retrouver devant un de nos frères congolais qui, par le souci de notre pays, tient à nous faire savoir sa vision sur le développement de la République démocratique du Congo. Sachant que nos idées bouillonnent sur nos têtes et de savoir qui est M. Tchani. Dr Noël Tchani est un haut fonctionnaire international travaillant pour la Banque mondiale à Washington depuis 1992. Depuis 2 décennies, il a occupé plusieurs fonctions à la Banque mondiale, dont le plus récent sont celles de chef de mission en charge du secteur financier et privé et des représentants résidents de la Banque mondiale en Afrique. Dans cette capacité, il est reconnu pour avoir restructuré avec succès les banques centrales, les systèmes financiers et les monnaies, et d'avoir contribué au développement et à la croissance des économies des différents pays, tant en Afrique qu'en Europe de l'Est. Avant de rejoindre la Banque mondiale, Dr Noël Tchani a travaillé pendant 10 ans pour 3 banques américaines, dont Citibank, Republic National Bank de New York et JP Morgan Chase New York. Cette expérience était le prolongement d'un stage professionnel à la Banque mondiale, à la Banque nationale de Paris en France. En tant qu'expert, Dr Noël Tchani avait co-présidé en 1997 à Kinshasa la commission de réforme monétaire qui avait conçu les francs congolais en remplacement d'Isaïr Monnaie. Son cursus universitaire comprend une formation manager au Graduate Business School à Harvard University à Boston, un doctorat en sciences économiques avec spécialisation en banque et finance de l'Université de Paris 9 Dauphine, un MBA en banque et marché financier d'Al-Delphine Université à New York, un diplôme d'études supérieures DS en gestion financière et fiscalité de l'Université de Grenoble, un diplôme de 3e cycle de l'Institut supérieur de gestion à Paris et une maîtrise en économie de l'Université de Liège. Dr Noël Tchani est l'auteur de 5 livres intitulés 1. La bataille pour une monnaie nationale crédible de Bookberg, Bruxelles, décembre 2012. 2. Vision pour une monnaie forte, l'Armata Paris 2008. Building crédible Centerbank, Afshar UK 2009. Au grand mot, les grands remèdes, un plan Marshall pour la République démocratique du Congo. Et 5. La force du changement, bâtir un pays plus beau qu'avant. Il est également l'auteur de plusieurs articles dont quelques-uns sont 1. Un plan Marshall pour la République démocratique du Congo, Jeune Afrique numéro 22-27, du 14 au 20 septembre 2003. 2. République démocratique du Congo, au grand mot, les grands remèdes, Jeune Afrique numéro 22 septembre, du 25 au 31 juillet 2004. 3. Pour l'indépendance de la Banque centrale du Congo, Africa International numéro 342, Paris, avril 2001. Je vous remercie.
distingués, chers invités, tous mes remerciements pour votre attention soutenue de l'adresse du secrétaire général. Je sais que notre soif bouillonne à cet instant où nous voulons palper du doigt et sentir les exposés de notre orateur du jour, qui est le docteur Tchani. Nous passons la parole à notre orateur du jour pour son exposé. Merci pour votre attention soutenue. Vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voudrais d'abord vous dire combien je suis heureux et content d'être avec vous ce soir ici. C'est la deuxième fois que je viens en Caroline du Nord, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion de rencontrer la communauté. Et je suis profondément reconnaissant de vous voir tous donc vous sacrifier pour venir ici afin que nous puissions échanger sur des questions d'intérêt national. Je tiens tout d'abord donc à remercier le comité d'organisation de cette conférence et particulièrement la COCOM, la communauté congolaise de la Caroline du Nord, qui a fait un travail extraordinaire pour que nous puissions nous retrouver dans ce beau cadre. Je tiens particulièrement donc à remercier Madame la secrétaire générale qui s'est dépensée corps et âme avec tous les collègues, tous les amis qui sont ici à côté de moi, pour que nous puissions donc avoir une discussion donc dans un environnement qui soit propice aux échanges donc des idées de façon non civilisée. En tout cas, merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. Je pense que nous allons passer directement à la présentation que j'ai préparée pour que nous puissions, qui puisse nous servir donc des bases de discussion. Donc le plus intéressant va venir donc pendant la session donc, de questions-réponses. Mais comme vous le savez, on vous avait déjà dit, il m'a été demandé par le comité d'organisation que je vous fasse une présentation sur ma vision de développement de la République démocratique du Congo afin de créer des opportunités pour tous. C'est un sujet complexe. Pour traiter ce sujet, je me propose de le diviser en trois parties, trois thématiques. D'abord, je vais vous faire le diagnostic de la situation actuelle de la RDC. Ensuite, je vais vous présenter les défis de développement auxquels le pays doit faire face. Et enfin, je présenterai la stratégie pour accélérer le développement économique et social afin de créer des opportunités pour tous les Congolais. Mais commençons par le diagnostic de la situation actuelle de la RDC. Tout le monde le sait, notre pays négocie un tournant décisif de son existence. Affirmer que rien ne marche en République démocratique du Congo et que la plupart des indicateurs économiques, politiques et sociaux demeurent au rouge n'est pas une exagération de ma part. À titre indicatif, on le sait tous, le classement fait par le Programme des Nations Unies pour le développement portant sur l'indice de développement humain dans le monde place la République démocratique du Congo en avant-dernière position, juste devant le Niger, un pays désertique faiblement doté en ressources naturelles et humaines. L'organisation non gouvernementale Transparency International aligne la République démocratique du Congo parmi les pays les plus corrompus de la planète. Ce n'est pas une réputation que nous devons avoir en tant que pays. Le panel des experts africains, qui était dirigé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, qui avait visité le Congo en août 2013, estime que 85% des ressources naturelles de la RDC prennent une autre destination que celle des caisses de l'État. Ces fonds atterrissent plutôt dans des poches de particuliers, privant ainsi le pays des ressources financières importantes pour entreprendre de gros projets de développement. Le rapport Doing Business, qui est préparé chaque année par le groupe de la Banque mondiale, place la République démocratique du Congo à la 184e position sur 189 pays en utilisant comme critère l'attrait du climat des affaires. Et nous savons aussi que plus de 90% de la population de la RDC vivent sans eau potable ni électricité. L'enseignement qui nous a tous formés et qui a fait que nous soyons aujourd'hui ici
a connu une détérioration qualitative inquiétante. Il n'est pas surprenant aujourd'hui de trouver par exemple des jeunes gens congolais qui sortent des universités congolaises mais sans savoir ni lire ni écrire correctement. La croissance économique qui est de près de 7,7% par an en 2015 n'est ni inclusive, ni palpable et encore moins verte et ne profite pas à la grande majorité de la population dont les conditions sociales restent très précaires. Le chômage, on le sait tous, avoisine à peu près 85% de la population active en dépit des ressources naturelles que nous avons et en dépit des statistiques officielles qui disent le contraire. L'espérance de vie à la naissance en RDC est de 57 ans, contre 82 ans aux États-Unis d'Amérique, soit une différence de 25 ans. Quelle perte précoce de vies humaines pour notre pays. D'après Global Finance Magazine, qui utilise les statistiques de la Banque mondiale du Fonds monétaire international, en 2015, la RDC a eu un PIB par habitant de 394 $. C'est le niveau le plus bas de PIB dans le monde. Ce qui fait que 88% de la population donc, de la RDC vit en dessous du seuil minimum de pauvreté. Le franc congolais, monnaie nationale et symbole même de la souveraineté nationale, il a perdu toute valeur par rapport au dollar américain. En 1998, un franc congolais achetait 72 cents d'un dollar contre 0 aujourd'hui. Et cette situation a fait que le dollar américain a complètement supplanté l'économie nationale. L'économie est dollarisée donc à 95%, laissant à la monnaie nationale qu'un rôle très marginal. La situation macroéconomique d'ensemble demeure vulnérable et préoccupante pour 3 raisons. D'abord, l'économie de la RDC, elle est fortement orientée vers l'extérieur et particulièrement vers la Chine qui absorbe pratiquement 40% de la production congolaise. Donc il y a un risque de concentration. Ensuite, la grande partie des recettes de la RDC proviennent d'un seul secteur, c'est le secteur minier. Encore risque de concentration. Et enfin, je dirais que la dollarisation de l'économie exerce une pression énorme sur les réserves d'échange et prive le pays de ce qu'on appelle en termes techniques les revenus de seigneuriage. Je reviendrai donc là-dessus. Pour gérer ces vulnérabilités, je pense que la RDC doit non seulement diversifier son économie, mais surtout elle doit repenser sa stratégie de développement. La situation politique, elle est chaotique aujourd'hui, comme le démontrent d'ailleurs les difficultés pour réunir tout le monde autour d'un dialogue inclusif pour que nous puissions discuter des questions d'intérêt national. Les tentatives des gouvernants pour violer la Constitution et organiser le glissement du mandat présidentiel créent l'incertitude et l'instabilité des institutions dans notre pays. Mesdames et messieurs, malgré cette note introductive négative, moi je reste optimiste. Et je crois sincèrement que la RDC peut se redresser. Je vais vous dire par la suite comment nous pouvons organiser ce redressement. Mais je vais commencer d'abord par la présentation des défis de développement auxquels le pays doit faire face comme préalable à un développement durable et soutenu. Comme préalable majeur, il faudrait que les élections législatives et présidentielles qui sont prévues pour l'année 2016 se passent dans les délais constitutionnels et dans le calme et aboutissent à la mise en place d'institutions crédibles. Avec de telles institutions crédibles, je pense que la croissance économique peut s'accélérer sans tarder et à un rythme soutenu étant donné d'énormes potentialités dont dispose donc notre pays. Mais pour arriver à un destin radieux, la RDC doit relever de nombreux défis de développement qui sont les suivants. Le leadership politique, la paix et la sécurité, la bonne gouvernance, l'état de droit, le développement en milieu rural, l'investissement privé et public, le gap infrastructurel, le climat des affaires, l'environnement financier et enfin la démocratie. Je vais revenir sur chacun de ces défis pour que nous puissions avoir la même compréhension. Il est impossible, je pense, de pouvoir résoudre les problèmes d'un pays si le leadership politique de ce pays n'est pas à la hauteur des ambitions de développement. Un leadership jouissant de la légitimité populaire ne peut être obtenu en République démocratique du Congo qu'au sortir des élections démocratiques, transparentes et crédibles, acceptées par tous. La RDC a besoin de leadership nationaliste, visionnaire, éduqué, compétent, intègre et surtout rassembleur. La sécurité, elle demeure très fragile dans notre pays. Si on n'a pas la paix, on n'a pas la sécurité, comment voulez-vous que les gens puissent investir donc dans ce pays-là?
Nous avons trop de crimes qui sont commis sur les Congolais. Des viols, des assassinats, des confiscations des biens d'autrui et la destruction des richesses nationales. Le pays doit en conséquence se doter d'une armée et d'une police réellement républicaine qui protègent tous les Congolais et sauvegardent l'intégrité des frontières et la souveraineté nationale, tout en rassurant aussi les pays voisins. Si on a la paix, on a la sécurité, alors l'investissement privé et public deviendra à l'évidence l'un des premiers ingrédients de la croissance économique et de la prospérité. Mais par investissement, j'entends non seulement l'investissement dans les infrastructures, mais aussi dans le capital humain, car c'est ce dernier qui détient les clés de l'avenir du pays. La population congolaise a besoin d'une meilleure éducation, d'une meilleure formation. Elle a besoin d'une bonne formation. Notre pays doit améliorer donc l'éducation, la formation et la santé pour préparer la qualité de l'élite, mais aussi la qualité de la main-d'œuvre. J'ai visité tout récemment des hôpitaux et des écoles en République démocratique du Congo, mais beaucoup de ces hôpitaux et écoles ne rendent pas les services qu'ils sont supposés assurer. Dans cette situation sans espoir, les dirigeants congolais vont se faire soigner ou envoient leurs études en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Europe, au Canada. Mais 99% de la population congolaise doivent se contenter des hôpitaux et écoles de mauvaise qualité du pays. La solution durable, à mon avis, au problème n'est pas d'aller se faire soigner ou d'envoyer les enfants aux études donc à l'étranger. La solution durable, c'est de construire en RDC des infrastructures scolaires et sanitaires, des standards internationaux accessibles à tous les Congolais. Ceci m'amène à parler d'un défi de développement particulier, l'inclusion. Le principe de l'inclusion est simple. La croissance économique et la prospérité doivent profiter à la grande majorité de la population et ouvrir des opportunités pour tout le monde. Pourquoi l'inclusion est-elle si importante? Si la République démocratique du Congo veut devenir un pays émergent, veut se développer, elle a besoin d'une classe moyenne solide. Une classe qui puisse consommer et qui a un pouvoir d'achat conséquent. Les études menées par des organisations internationales, mais également par certains gouvernements, montrent que la diminution des inégalités dans une société va de pair avec des phases plus soutenues de croissance économique. Autrement dit, l'inclusion ne se justifie pas uniquement par l'équité et la décence. Elle a aussi une finalité économique. On crée une classe moyenne avec un pouvoir d'achat pouvant lui permettre d'accéder au crédit, d'acheter et de consommer et donc de faire tourner l'économie. L'inclusion implique aussi la participation effective des hommes et des femmes aux efforts de développement du pays. Mais que pouvons-nous faire pour que les femmes congolaises participent aux efforts de développement de la République démocratique du Congo au même titre que les hommes? Les dirigeants de la RDC actuellement réservent 30% des postes dans les institutions publiques au genre féminin. Mais considérant que les femmes représentent environ 50% de la population du pays, je pense que nous devons rendre effective l'égalité des chances entre les deux genres, pourvu que les femmes soient aidées à travers l'éducation à remplir leur rôle de façon méritée. C'est pour cela qu'il nous faut combattre l'exclusion. Nous devons combattre le tribalisme rétrograde. Nous devons combattre le favoritisme et le provincialisme qui ont élu domicile dans notre société, mais qui sont des antivaleurs qui n'ont pas de place en République démocratique du Congo au XXIe siècle aujourd'hui. Je propose même l'adoption des lois spécifiques et explicites contre ces antivaleurs et la mise en place des mécanismes de sensibilisation permanente pour l'éducation de la population sur ce sujet. Toute discrimination ou violation de la loi devra être réprimandée de façon exemplaire. Nous devons prêcher par l'exemple. L'inclusion suppose également l'accès de chaque citoyen aux soins de santé et au crédit bancaire, notamment dans le milieu rural, où vit la grande majorité donc, de la population. Le pays devra s'attaquer à la pauvreté en milieu rural en opérant une véritable réforme du secteur agricole qui emploie plus de 60% de la population du pays. Il devra rationaliser les politiques dans le domaine de la pêche, de l'élevage, de l'exploitation forestière, de façon à ajouter plus de valeur dans le pays localement en créant donc des emplois pour nos gens en République démocratique du Congo. Mais tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent est tributaire de quoi? De la bonne gouvernance, mais également de l'existence d'institutions fortes, y inclut l'existence d'un système de justice
crédibles et fonctionnels, qui rendent vraiment justice. La RDC a besoin d'une gouvernance responsable, intègre, exemplaire. Ce pays qui regorge des ressources naturelles immenses n'a pas besoin en réalité donc d'emprunter de l'argent auprès des bailleurs de fonds pour sa survie, bien que devant l'énormité du travail de reconstruction, toutes les miettes, d'où qu'elles proviennent, comptent et sont appréciées par notre population à leur juste valeur. Mais la trouvaille de Thabo Mbeki, le président sud-africain que j'ai mentionné tout à l'heure, qui dit que 85% des ressources n'entrent pas dans la caisse de l'État, cette trouvaille soulève une question fondamentale. C'est la pertinence même du budget national. Est-ce que notre budget reflète les potentialités du pays? Donc, au lieu de se tourner constamment vers l'aide des bailleurs de fonds pour emprunter de l'argent, je pense que le gouvernement de la République démocratique du Congo devrait se concentrer sur la lutte acharnée contre la corruption qui constitue la meilleure manière de ramener ces revenus perdus dans le budget national. En le faisant, je suis convaincu que la RDC se doterait d'un budget annuel d'au moins 72 milliards de dollars par an, de loin supérieur aux modiques 9 milliards de dollars que nous avons actuellement. Un tel budget de 72 milliards de dollars suffirait à amorcer un véritable programme de reconstruction économique, à rebâtir l'administration publique, à réformer les forces de l'ordre et de sécurité, ainsi que de reconstruire les infrastructures donc de base, et donc de mettre en place ce que j'appelle les fondamentaux d'un développement économique et social responsable et durable. Ceci m'amène à parler d'un autre défi de développement particulier, le gap infrastructurel. La RDC, comme vous le savez, c'est un pays immense, mais qui compte aujourd'hui environ 24 000 km de routes asphaltées, n'a pas de réseau ferroviaire dense, n'a pas d'aéroport moderne et ne peut pas donner de l'eau potable et d'électricité à la grande majorité de la population. On estime à peine à 10% le pourcentage donc, des gens qui ont accès à l'eau potable et à l'électricité. Donc le gap infrastructurel en RDC est énorme. Pour combler ce gap, il faudra envisager d'allouer au moins 14% du PIB, produit intérieur brut annuel, contre 4% actuellement à la construction donc, des nouvelles infrastructures. Le pays devra organiser, par exemple, la construction du Grand Inca, le barrage, et devra tirer profit des nouvelles formes d'énergie renouvelable telles que l'énergie solaire, la biomasse, le gaz méthane qui dort actuellement dans le lac Kivu, le charbon ou l'énergie nucléaire. Mais la mise en œuvre de ces différentes sources d'énergie nécessitera des investissements énormes qui ne peuvent être mobilisés que si nous relevons le défi du climat des affaires. La situation actuelle du climat des affaires est déplorable. Et elle n'est pas soutenue, elle n'est pas soutenable car elle détourne les investissements privés, pousse les entreprises existantes à la faillite et ne favorise pas la création des richesses et des emplois. Afin d'assainir l'environnement financier, il faudra que le pays poursuive les efforts de restructuration de la dette extérieure et de la dette intérieure, car nous estimons que le niveau actuel de la dette est très élevé par rapport à la capacité de remboursement du pays, mais aussi par rapport aux besoins de reconstruction nationale. On doit utiliser une portion de nos ressources pour reconstruire les infrastructures. Donc, on ne peut pas se réjouir de la stabilité du cadre macroéconomique si une telle stabilité est assurée au prix du non-paiement de la dette intérieure et si elle provient de la maximisation des recettes qui est basée sur une cascade donc des taxes et des droits de douane trop élevés qui pénalisent en réalité l'économie. La combinaison du non-paiement de la dette intérieure de la fiscalité dissuasive tue, à mon avis, des entreprises au lieu de favoriser leur développement. Elle tue l'initiative privée au lieu de l'encourager. Elle tue des emplois et asphyxie l'économie nationale. L'État devra remettre de l'ordre dans l'exécution budgétaire. Vous savez tous comme moi que le budget qui est voté par le Parlement, ce n'est pas le budget qui est exécuté dans la pratique. Je vous invite par exemple à jeter un coup d'œil au site web du ministère du Budget. Vous trouverez par exemple que pour l'année 2014, la présidence de la République, toute seule, elle a connu un taux d'exécution budgétaire de 153%. La primature, 205%. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sur des crédits qui étaient votés, la présidence de la République s'est fait payer 53% de plus. Et la primature, plus du double. Tandis que la santé publique qui nous affecte tous n'a reçu que 38% des crédits qui étaient votés. Ceci dénote d'une injustice sociale criante.
Faire face à un tel défi exige quoi? Un état de droit et une administration publique de qualité, mais qui sont aussi des défis de développement, car ça ne tourne pas. Aujourd'hui, l'État congolais n'existe que de nom. Il faut le restructurer pour qu'il se mette au service du pays et aussi au service de la population. Nous n'avons pas en réalité besoin d'un État qui gêne le développement du pays et qui opprime la population. Nous n'avons pas besoin d'un État qui ne respecte pas les droits humains et gêne les libertés individuelles. Mais nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'un État de droit. C'est-à-dire un État qui s'appuie sur une armée et une police de qualité et qui fait régner la justice. Un État qui favorise le développement au lieu de l'étouffer. Ayant opté pour un système d'État unitaire avec forte décentralisation, je pense que la RDC doit rendre effectif le principe de rétrocession des ressources publiques de façon à ne pas gêner le développement des provinces et collectivités décentralisées. Et afin d'éviter le développement à double vitesse entre les différentes provinces, et pour des raisons de solidarité nationale, il est important de rendre effective la Caisse nationale de péréquation qui favoriserait le développement harmonieux et équilibré des différentes provinces du pays. Ceci m'amène au dernier défi de développement, la démocratie. La démocratie existe bel et bien sur papier en République démocratique du Congo. Je dis bien sur papier. Mais nous n'avons pas besoin d'une telle démocratie qui n'en est pas une en réalité. La démocratie a besoin d'être renforcée dans la pratique et dans le comportement des gouvernants, mais aussi des gouvernés. La démocratie ne peut pas fonctionner dans un pays avec plus de 600 partis politiques, ethniques ou familiaux, sans assise nationale ni vision de développement réel pour le pays. Je pense que la vie politique a besoin d'être assainie, notamment avec le regroupement de ces partis politiques en 2 ou 3 grands partis politiques au maximum, mais en utilisant comme critère des choses qui seraient donc acceptables pour tout le monde. Un tel regroupement pourrait être fait, par exemple, en utilisant comme critère le poids de chaque parti politique au sortir des élections législatives transparentes et crédibles. Ou aussi, on peut regrouper les partis sur la base donc de projets de société, similarité des projets de société. Je voudrais aussi mentionner un phénomène qui est particulier à notre pays. Les paiements qu'on fait aux députés nationaux en échange de leur vote. Ces paiements doivent être déclarés criminels et doivent être passibles d'interdiction même d'exercer des mandats publics. Cette corruption à ciel ouvert discrédite notre pays et disqualifie les institutions et ceux mêmes qui pratiquent ce genre donc de corruption. Donc l'institutionnalisation de la corruption parlementaire, elle détruit la démocratie donc dans notre pays. Je pense que le potentiel humain et le développement économique durable ne peuvent être réalisés que dans un environnement démocratique sain qui permet de libérer toutes les énergies créatives et la participation effective de tous les citoyens congolais aux efforts de développement du pays. Ceci m'amène à la 3e thématique de ma présentation. La stratégie pour accélérer le développement économique et social de la RDC afin de créer des opportunités pour tous les Congolais. Cette partie est très importante, c'est le cœur même de notre vision de développement. Pour se développer, je pense que la RDC doit prendre conscience d'abord de l'échec du modèle de développement que nous avons suivi jusqu'à présent. Nous avons échoué. Elle devra revisiter sa philosophie de développement. Je propose une nouvelle vision de développement sous forme d'un plan Marshall pour la RDC qui compte 8 piliers et qui devra être mis en œuvre pendant 15 ans. Le premier pilier de cette stratégie de développement consiste à investir dans les ressources humaines. Il s'agira ici de concevoir et de mettre en œuvre des programmes de réhabilitation de l'éducation et de la santé et aussi des programmes de promotion de l'autosuffisance alimentaire, tout ce qui touche à la santé de l'homme et à son épanouissement. Les programmes de réhabilitation de l'éducation primaire, secondaire et universitaire ou même professionnelle devront inclure la mise à jour des curricula, la construction des nouvelles infrastructures, la réhabilitation des infrastructures scolaires existantes ainsi que le recrutement des nouveaux enseignants et leur formation continue pour atteindre des standards internationaux. La RDC devra rendre obligatoire et gratuit, c'est important ça, l'enseignement pour les enfants de 6 à 17 ans afin de favoriser l'inclusion. L'informatisation des écoles, la rémunération adéquate des enseignants,
L'usage de l'Internet depuis l'école primaire et la construction des bibliothèques modernes sont des éléments importants de la réforme du système éducatif que je propose. La professionnalisation des enseignements doit conduire à doter nos enfants, donc les enfants congolais, des connaissances pointues sur notre sous-sol et notre sol, sur nos minéraux, sur nos forêts et nos cours d'eau, donc sur nos matières premières. Il est inconcevable aujourd'hui qu'il n'y ait aucune école, par exemple, sur le diamant au Kasaï, d'où provient le diamant, ni sur le bois et les cours d'eau au Bas-Congo, au Bandundu, à l'Équateur, dans la province orientale, dans les Kivu. Il est inadmissible aujourd'hui que la RDC, notre pays, ne compte aucune université dans les 100 premières universités africaines. Je ne compare même pas avec les universités du reste du monde, africaines. Nous n'avons aucune université là-bas. Quant au secteur de la santé, nous devons construire des hôpitaux modernes, recruter et former des médecins et des infirmières en nombre suffisant et introduire ce que j'appelle un système d'assurance maladie universelle pour permettre à tout Congolais d'avoir accès aux soins de santé dans le pays. L'amélioration de l'espérance de vie à la naissance en dépend et doit être une priorité de notre politique sanitaire au niveau du gouvernement. La promotion de l'autosuffisance alimentaire se fera par le développement et aussi par la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. À ce titre, nous envisageons de développer un système de financement des activités agro-pastorales. Il doit y avoir des financements pour que les gens puissent emprunter et cultiver comme on le fait ici, construire des infrastructures dans les milieux ruraux, c'est-à-dire les routes, l'électricité et l'eau, attirer des investissements dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et aussi développer une industrie agroalimentaire locale complète dans le pays. Ça va créer beaucoup d'emplois. Et enfin, nous devons mettre en place un mécanisme d'achat des produits agro-pastoraux et aussi d'écoulement de ces produits vers les marchés intérieurs, mais également les marchés extérieurs, afin de promouvoir le développement économique et garantir le pouvoir d'achat adéquat aux producteurs, aux paysans, aux pêcheurs et aux éleveurs. C'est de cette façon, je pense, que nous allons créer des millions d'emplois et réduire la pauvreté dans les milieux ruraux. Ceci m'amène au deuxième pilier de notre vision de développement. Promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit et la démocratie. À ce titre, nous envisageons de réformer d'abord l'État et l'administration publique. Je vous ai dit que ça ne marche pas actuellement. Nous devons assainir l'environnement politique du pays. Je vous ai mentionné les 600 partis politiques qui ne servent à rien. Et je pense que nous devons aussi réformer l'armée, la police et les services de sécurité et instituer ce que j'appelle une commission de vérité, paix et réconciliation pour réconcilier les Congolais. On a trop de problèmes dans notre pays, les uns contre les autres. On doit réconcilier tout le monde. On doit réformer le système de justice dans le sens d'une plus grande indépendance afin que la justice rende vraiment donc justice aux gens. Et on doit réformer la diplomatie et promouvoir la coopération non seulement au niveau africain, mais également au niveau international, et promouvoir la culture et l'identité nationale congolaise à travers des programmes de moralisation de la société, d'éducation civique et de promotion de la bonne gouvernance. Il faudra d'une part créer ce que j'appelle ici la maison de la culture congolaise, pour que la culture congolaise ne disparaisse pas. Et d'autre part, promouvoir la culture selon laquelle le développement donc du pays doit s'appuyer sur les institutions fortes et le respect des lois et non pas dépendre d'hommes providentiels qui cherchera à s'accrocher au pouvoir donc éternellement. Et enfin, je pense que nous devrons promouvoir la bonne gouvernance et la responsabilisation de chacun de nous dans la conduite des affaires de l'État. La bonne gouvernance commence comment? Par placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et aussi en tenant cette personne-là qu'on a placée quelque part responsable de ses actes. Nous devons rompre avec la gouvernance pourrie que nous avons aujourd'hui. On nous dit que nous sommes le pays le plus corrompu de la planète. Nous devons changer ça. La croissance inclusive ne peut se réaliser que sur des bases de gouvernance et d'institutions administrées par un État capable, à même de pouvoir assurer les services essentiels dans un pays. Pour améliorer la gouvernance et la prestation des services publics de base, nous aiderons les institutions qui appuient la démocratie et les processus d'inclusion et de réduction des comptes, notamment, par exemple, en renforçant les capacités de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Comme ça, on n'arrive pas devant les élections où on nous dit qu'on n'est pas prêt, on doit changer le calendrier, on doit chercher des moyens. Toutes ces histoires-là, un pays moderne ne fonctionne pas comme ça. Nous allons faciliter la propagation de la culture démocratique
par la publication et l'enseignement d'un guide sur la pratique de la démocratie. Afin d'améliorer la gestion des finances publiques, nous rendrons effective la décentralisation financière, appuierons le renforcement des capacités des entités décentralisées et nous allons privilégier la mobilisation des ressources intérieures. La RDC, comme je vous ai dit, a tout plein de ressources. Avant d'aller emprunter, mobilisons donc les ressources intérieures avant tout. Nous renforcerons la transparence dans le processus de passation des marchés publics et aussi dans la gestion de tous les aspects relatifs aux industries extractives, notamment les questions liées aux contrats miniers, les questions aussi relatives aux dépenses et aux revenus publics. Nous allons lutter contre le chronisme, le favoritisme, le tribalisme, les conflits d'intérêts dans les affaires publiques et l'usage abusif des biens publics. Nous introduirons des lois donnant l'égalité des chances à tous les citoyens. Nous mettrons en place des institutions, des lois et des procédures pour la promotion et l'intégrité dans la conduite des affaires de l'État. Ceci m'amène à parler d'un troisième pilier de développement que nous proposons dans cette stratégie, la promotion de la finance nationale, la finance congolaise. L'argent, ça provient d'où? Il s'agira que nous puissions d'abord réformer pour cela la Banque centrale, réformer la monnaie congolaise pour qu'elle devienne la véritable monnaie qui est la seule qui fonctionne dans le pays. Et enfin, nous devons réformer le système financier. La RDC doit réorganiser la finance nationale afin de la rendre plus compétitive, mais aussi diversifiée. Nous devons évoluer du système financier actuel, où toutes les banques appartiennent aux étrangers. Je n'ai jamais vu ça quelque part d'autre. Toutes les banques en RDC appartiennent aux étrangers. Nous devons évoluer donc de ce système-là à un système où nous avons des services financiers diversifiés, où aussi les nationaux ont un rôle à jouer, non pas simplement comme des petits employés, mais également comme des fonctionnaires et comme des actionnaires et aussi comme des gestionnaires. La RDC a donc besoin d'un système financier moderne qui comprenne des banques commerciales, des banques d'investissement, des compagnies d'assurance, des compagnies de leasing, des sociétés de factoring, des compagnies de capital risque, des sociétés de crédit hypothécaire. Moi, quand j'ai besoin d'avoir un prêt hypothécaire au Congo, je ne peux pas avoir ça. Et tout autre citoyen ne peut pas obtenir un prêt hypothécaire. Comment est-ce que les gens peuvent se doter d'un logement donc de qualité? L'objectif ici est d'offrir aux individus, aux entreprises, à l'État et aux provinces une gamme de produits et de services financiers de qualité à même de répondre aux besoins de développement du pays. Mais réaliser un tel objectif dépend d'abord de la qualité de qui? De la Banque centrale, qui doit être elle-même restructurée pour être indépendante, autonome et compétente. Une telle transformation du secteur financier de l'économie dans un environnement macroéconomique stable devrait logiquement aboutir à la restructuration même de la monnaie nationale pour que le franc congolais redevienne la seule monnaie qui existe sur le territoire congolais. Aujourd'hui, la Constitution, à son article 176, dit que le franc congolais est la seule monnaie qui circule en RDC, mais quand vous arrivez dans la rue, qu'est-ce que vous trouvez? Toutes les monnaies du monde, le dollar, l'euro, les francs CFA, sauf le franc congolais. Ceci m'amène à parler du quatrième pilier de notre stratégie de développement. Promouvoir l'émergence d'un secteur privé national responsable. Je souligne bien le mot responsable. Je pense qu'un environnement des affaires propice est essentiel pour encourager la création d'emplois dans le secteur privé et aussi la transformation structurelle de l'économie pour passer d'une économie extravertie que nous avons héritée de la colonisation à une économie nationale équilibrée, servant les besoins du marché intérieur, mais également du marché international. La RDC est classée, comme je vous ai dit, 184e sur 189 pays en 2015 et figure parmi les pires pays d'Afrique comme destination des investissements d'après les indicateurs Doing Business du groupe de la Banque mondiale. Pourquoi nous sommes classés comme ça? C'est à cause des critères suivants. Les procédures administratives, c'est trop complexe au Congo. Les harcèlements fiscaux des entreprises par les services du fisc. Tout le monde se plaint. Le fonctionnement de la justice, il n'y a pas de justice là-bas. Le coût élevé pour faire des affaires dans le pays. La corruption. Le coût élevé des services publics. Le coût même élevé et les délais pour obtenir, par exemple, les permis de construire. Les difficultés de raccordement au réseau électrique, l'approvisionnement en énergie, les difficultés de raccordement au réseau de fourniture d'eau, les difficultés de réalisation des garanties bancaires, la qualité de l'éducation des enfants congolais et la mentalité du Congolais.
Tout ça, ça fait que nous sommes classés comme étant une mauvaise destination des investissements. Il faudra, au-delà des discours et des slogans politiques, une véritable volonté politique pour concevoir et mettre en œuvre un plan d'action clair pour relever ces défis. Dans certains domaines de l'économie, je crois que l'État congolais devra se retirer pour que le secteur privé national puisse prendre le relais et émerger. Le rôle de l'État est de fixer les règles du jeu. C'est comme ça que ça se passe dans les économies à orientation capitaliste et non de gérer des entreprises. Le rôle de l'État est d'accompagner les entreprises et non pas de les supplanter. Mais je voudrais que vous compreniez une chose. Je ne suis pas un libéral aveuglé par la doctrine, le dogmatisme ou la théorie. Si le secteur privé national n'est pas prêt pour faire certains investissements prioritaires, l'État devra jouer le rôle de catalyseur, soit en investissant directement comme cela se passe en Chine, soit en le faisant dans le cadre des partenariats privés-publics, ce qui est monnaie courante ici aux États-Unis d'Amérique où nous sommes ou bien dans les économies européennes. Ceci m'amène au 5e pilier de notre stratégie de développement, favoriser la réalisation des grands travaux d'infrastructure. Il s'agira d'implémenter un programme pluriannuel de construction d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre comprenant les routes, les autoroutes, les ponts, les métro-rails, les écoles, les hôpitaux, les marchés publics, les parcs nationaux, les réseaux d'eau et les réseaux d'électricité. Une priorité devra être accordée à rendre l'eau potable et l'électricité accessibles à tous les Congolais et de relier tous les coins du pays par route, par autoroute et chemin de fer pendant que le transport en commun dans les grandes villes devrait être assuré par métro-rail ou bien des bus modernes. Voyez là où nous vivons aux États-Unis. On peut partir de New York à Washington, de Washington en Caroline du Nord, par route, ou même d'ici jusqu'en Californie. Nous sommes sur la même planète. Pourquoi on ne peut pas le faire pour notre pays? La construction de ces infrastructures en utilisant une combinaison de la main-d'œuvre locale et des encadreurs expatriés, si c'est nécessaire, créerait des conditions pour le développement du secteur privé et des millions d'emplois pour les nationaux, donc pour les Congolais. Cette politique de grands travaux d'infrastructure devra être mise en œuvre en suivant un plan directeur national que nous devons élaborer. On n'a pas de projecteur, mais je pourrais vous montrer donc la carte qui montre ce que nous envisageons de faire, par exemple, pour les routes, pour relier tous les pays. Ceci m'amène au 6e pilier de notre stratégie, la politique d'industrialisation. Ce pilier permettra de transformer localement nos minéraux, permettra la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, la mise en valeur planifiée et ordonnée de nos forêts et surtout l'éclosion du secteur tertiaire, y inclut le tourisme. La RDC, comme vous le savez, c'est un pays aux ressources immenses. La superficie de notre pays équivaut aux 2/3 de l'Union européenne. Nous sommes aujourd'hui le 2e grand pays africain après l'Algérie et le plus grand pays d'Afrique subsaharienne en termes de superficie. La RDC est aujourd'hui peuplée, nous avons une population donc de 79,4 millions d'habitants. Nous sommes simplement derrière le Nigeria, l'Égypte et l'Éthiopie. Sa situation géographique au centre, au cœur même de l'Afrique, nous donne un avantage considérable que nous devons exploiter. La RDC est le seul pays en Afrique à partager des frontières aujourd'hui avec 9 pays différents. Notre pays, je voudrais que vous soyez conscients de ça, a été à l'avant-garde des développements mondiaux depuis des siècles. Ce pays a fourni de l'ivoire. Vous voyez les pointes d'ivoire avec des éléphants. Lorsque l'Europe jouait au piano et au billard, ça venait du Congo. Il a fourni du caoutchouc quand on inventait le pneu gonflable qu'on utilise pour les voitures là, ou même les avions. Il a fourni du cuivre pour fabriquer les obus qu'on a utilisés dans les 2 guerres mondiales. Il a fourni l'uranium qui a aidé à fabriquer la bombe. Vous connaissez ce qui a été fait avec l'uranium. C'est de la RDC que provient aujourd'hui le coltan, qu'on utilise pour fabriquer divers appareils électroniques tels que les smartphones que nous avons tous et le iPad. La RDC est donc un pays stratégique dont les matières premières ont servi au développement industriel du monde occidental et qui a tous les ingrédients pour sa propre industrialisation. Vous me suivez? Le pays a une capacité de production de l'énergie hydroélectrique de 100 000 mégawatts, dont seulement moins de 1000 sont utilisés aujourd'hui. 100 000 mégawatts. Sur ces 120 millions d'hectares de terres arables, seulement 5% sont utilisés aujourd'hui.
Le pays a un répertoire de plus de 1100 minéraux et métaux précieux différents, d'une valeur estimée de 24 000 milliards de dollars, dont à peine une trentaine de minéraux sont exploités. Il détient les réserves des forêts qui s'étendent sur 135 millions d'hectares et sont les plus importants dans le monde après le Brésil. Il a d'importantes réserves de pétrole, dont les quantités et les niveaux ne sont pas encore connus de façon exhaustive, comme le démontre d'ailleurs la récente découverte des signes d'existence de pétrole dans le parc de Virunga. Il a aujourd'hui une population de 79,4 millions d'habitants qui est projetée à 189 millions d'habitants en 2050. Avec toutes ces ressources naturelles et humaines, la RDC a le potentiel de devenir l'un des pays les plus riches du continent africain et l'un des principaux vecteurs de sa croissance économique. La question fondamentale que vous et moi, en tant que Congolais, nous devons nous poser est la suivante. Comment s'assurer que les revenus tirés de l'exploitation des ressources naturelles favorisent le développement économique, social et humain profitant à tous les Congolais? Pour répondre à cette question, je propose une politique d'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo qui consisterait à développer une industrie locale à partir de certains de ces minéraux et métaux précieux et aussi à partir de la mise en valeur planifiée de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et de la forêt. On ne peut pas se contenter continuellement d'exporter les matières premières congolaises comme on le faisait avant 1960 ou bien comme on le fait actuellement. Il faut créer de la valeur ajoutée et des emplois localement en RDC pour nos gens. En sélectionnant, par exemple, 100 de ces minéraux et métaux précieux et en les transformant localement en produits semi-finis et produits finis, à condition que chaque transformation crée de 5 à 10 emplois directs et indirects nouveaux dans le pays, la RDC est capable de créer de 50 à 100 millions d'emplois nouveaux dans le pays en l'espace de 15 ans, ce qui permettrait d'atteindre le plein emploi. On créerait donc des emplois pour tout le monde. La RDC assemblerait par exemple et produirait localement des véhicules roulant à hydrogène, au biocarburant ou utilisant de l'énergie solaire pour notre population. Le Nigeria vient de commencer à produire donc des véhicules. Ils assemblent des véhicules pour ces gens, leurs gens au Nigeria. Pourquoi on ne peut pas le faire donc pour la RDC? Pour mettre en œuvre cette politique d'industrialisation que je propose, je suggère la création d'une agence nationale pour la promotion de l'industrialisation ayant pour mission suivante. 1. D'inventorier les produits manufacturés pouvant être fabriqués localement, à partir de nos minéraux et métaux précieux ou aussi à partir d'autres matières premières congolaises. 2. De sponsoriser la recherche scientifique sur les matières premières, d'organiser des études de faisabilité de transformation de ces matières premières et d'identifier des investisseurs potentiels. Le gouvernement facilitera, par exemple, la création d'un centre de recherche technologique similaire à ce que vous appelez ici Research Triangle, donc le triangle de recherche ici. J'ai visité ça donc ici hier. Pourquoi on ne peut pas penser à faire des choses comme ça? Une autre mission serait donc d'organiser la création donc des zones de développement industriel avec des facilités foncières et fiscales, de développer des zones franches pour l'exportation et enfin de négocier la délocalisation des entreprises de transformation en vue de leur implantation en République démocratique du Congo. Vous me suivez? La RDC pourrait ainsi devenir, comme la Chine, un centre important de production mondiale de certains produits semi-finis et de produits finis aussi. Les Congolais ne demandent pas mieux que ça, parce que notre population, elle est travailleuse. Au lieu de tirer sur les enfants sur les rues en les appelant donc des clowns et consorts, ils iraient travailler, ils ne vont pas faire donc le banditisme donc dans la rue. Une telle évolution créerait donc, je pense, le plein emploi en 15 ans et nécessiterait même l'importation de la main-d'œuvre étrangère pour combler le déficit en ressources humaines. La main-d'œuvre étrangère proviendrait d'où? Elle proviendrait d'autres pays africains, elle proviendrait d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord. Tout le monde, je dis bien tout le monde, gagnerait de la mise en œuvre de cette stratégie de développement que je propose pour la RDC. Un tel succès confirmerait la RDC dans son rôle de stabilisateur dans la région des Grands Lacs et des moteurs de l'économie africaine. En mettant en œuvre notre stratégie d'industrialisation et des grands travaux d'infrastructure à haute intensité
de main-d'œuvre, nous devrons quand même prendre des précautions pour protéger l'environnement en maîtrisant son impact sur le quotidien. L'environnement, comme vous le savez, est notre source de nourriture, mais aussi d'eau potable. L'air que nous respirons est notre source d'oxygène. Le climat permet notre survie et la biodiversité est un réservoir potentiel de médicaments. Préserver donc l'environnement est donc une question de survie pour nous. Donc, en faisant cette politique d'industrialisation et des grands travaux de main-d'œuvre, nous devons tenir compte donc de cet aspect. Tout projet de création d'industrie ou de construction d'infrastructures devra être précédé par une étude de l'impact environnemental. Ne pourront être approuvés et mis en œuvre que des projets dont l'impact sur l'environnement est maîtrisé et qui ne peuvent avoir des effets négatifs sur la santé de nos populations. La réussite d'une telle politique d'industrialisation accélérée passe par une plus grande intégration économique. C'est le 7e pilier sur les 8 piliers de la stratégie de développement que je vous propose. Créer la synergie entre les marchés intérieurs et les marchés africains à travers l'intégration régionale. C'est important. Nous mettrons à profit le potentiel offert par l'intégration régionale pour diversifier l'économie nationale congolaise en capitalisant sur les avantages déjà d'un grand marché intérieur. Comme vous le savez, nous sommes un pays semi-enclavé. L'intégration régionale est un instrument puissant pour accéder à des marchés plus vastes, mais également à de nouveaux produits. Je voudrais ici saluer la création de ce qu'on appelle la tripartite. C'est une zone de libre-échange qui a été créée tout récemment et qui s'étend d'Afrique du Sud en Algérie et comprend 26 pays africains, parmi lesquels se trouve la RDC. Le traité de libre-échange tripartite regroupe en réalité donc 3 régions économiques qui existaient déjà. Le marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est, le COMESA, ou la communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, et enfin la communauté de développement d'Afrique australe ou la SADC. Les 26 pays sont membres donc de la tripartite, constituent un ensemble de 625 millions d'habitants et ont un produit intérieur brut combiné de 900 milliards d'euros. Donc c'est un gros marché. Le traité de libre-échange prévoit la création des tarifs douaniers préférentiels et l'élimination des barrières tarifaires. Le protectionnisme de chaque État avait été identifié comme étant un obstacle au développement ou bien à la libre circulation donc des biens dans cette zone-là. Donc pour tirer profit de ce genre d'intégration économique, la RDC devra accélérer son industrialisation pour diversifier son économie localement afin de produire plus d'abord pour son marché intérieur, mais aussi pour être en mesure d'exporter vers d'autres marchés en Afrique, comme le fait aujourd'hui donc l'Afrique du Sud, ou bien comme le font donc d'autres pays tels que le Maroc, ainsi de suite là. Ceci m'amène au dernier pilier de notre stratégie de développement. Mobiliser les ressources pour mettre en œuvre le plan Marshall que je propose. D'où viendraient les ressources humaines et financières pour mettre en œuvre ce plan Marshall? Tout le monde me pose cette question. Nous mobiliserons d'abord les Congolais de l'intérieur, mais aussi les Congolais de la diaspora que nous sommes aujourd'hui pour la mise en œuvre de cette vision de développement qui a une forte appropriation nationale. C'est nous qui avons conçu ce modèle. Nous ferons appel à l'expertise internationale si et quand cela est nécessaire. Il s'agira ensuite de mobiliser les ressources financières intérieures d'abord pour que le pays soit moins tributaire de l'aide extérieure. Vous le savez, plus de 45 à 60% des ressources budgétaires de la RDC proviennent de l'aide extérieure. Cette situation-là n'est pas soutenable. Vous ne pouvez pas vous développer en vivant de la mendicité internationale. Nous devons mobiliser des ressources intérieures. Nous devons donc combattre la corruption pour récupérer les 85% des ressources naturelles dont je vous ai parlé au début, qui n'entrent pas dans le budget national. En le faisant, en récupérant ces revenus perdus, le budget annuel pourrait s'élever dans un premier temps, pendant les 4 prochaines années, à peu près à 20 milliards donc, de dollars en moyenne, et à partir de la 5e jusqu'à la 15e année, à 72 milliards donc, de dollars. Je reviendrai peut-être dans les questions-réponses pour expliciter donc cela. Il s'agira enfin de mobiliser donc des ressources extérieures qui proviendraient des bailleurs de fonds, bilatéraux et multilatéraux, ou aussi sous forme d'investissements directs étrangers, pour que ça puisse être un supplément aux ressources que nous allons mobiliser donc sur le plan intérieur. Donc le coût total de la mise en œuvre du plan Marshall que je propose est de 800 milliards de dollars sur 15 ans. C'est faisable.
Les contributions des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux sont projetées à peu près à 3 milliards donc, de dollars par an, donc un total de 45 milliards sur 15 ans, et celles du secteur privé à peu près à 5 milliards de dollars par an, donc un total de 75 milliards donc, de dollars sur 15 ans. Ce qui reste donc un reliquat sur les 800 milliards, on enlève la contribution du secteur privé, la contribution des bailleurs de fonds bilatéraux, on reste avec 680 milliards de dollars sur 15 ans qui proviendraient des ressources internes. Divisé par 15, vous obtenez un budget annuel de 45 milliards de dollars en moyenne. Comparé par exemple à l'Angola voisin, qui a un budget de 66 milliards de dollars. La RDC a plus de ressources, c'est un grand pays, nous pouvons le faire si nous nous mettons à combattre la corruption. J'en viens maintenant, mesdames et messieurs, à la conclusion. La vision de développement que je viens de présenter est ambitieuse, certes, mais elle est nécessaire pour mobiliser la population, les énergies et aussi les ressources pour le développement de la RDC. La mise en œuvre de cette vision qui bénéficie d'une forte appropriation nationale est importante pour redémarrer la machine économique et créer des opportunités pour tous les Congolais. En tant que citoyens de la RDC, nous devons promouvoir d'abord l'unité nationale et le nationalisme congolais. L'avenir heureux de la RDC réside incontestablement dans la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, le respect de la Constitution et dans la tenue d'élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels. Nous devons protéger la vie humaine et défendre les libertés individuelles. Nous devons défendre les intérêts de notre pays et aussi de notre population. Personne ne viendra le faire à notre place. Nous devons prendre conscience de l'importance stratégique de la RDC en Afrique, mais également dans le monde. Je suis personnellement certain que nous sommes collectivement à la hauteur de cette ambition de développement si nous améliorons le leadership politique, la gouvernance économique, la qualité de nos citoyens et si nous mettons en place un état de droit fonctionnel. Nous devons changer notre façon de gouverner et d'être gouvernés en République démocratique du Congo. Si nous éradiquons la corruption et mettons fin à l'impunité et à toutes sortes d'antivaleurs, l'État congolais aura des moyens suffisants pour se doter d'un budget annuel à la hauteur des ambitions de développement du pays tel que je viens de vous présenter. Mais la lutte contre la corruption doit être menée de façon sincère, sans calcul électoral et surtout par des gens au-dessus de tout soupçon. Elle doit viser tous les prédateurs et tous les corrompus, nationaux et étrangers, et non seulement des adversaires politiques congolais. Nous devons restaurer l'intégrité et l'honneur dans la conduite des affaires de l'État dans notre pays. En s'impliquant énergiquement sur ces différents fronts, c'est-à-dire plus d'investissements privés et publics, dans un environnement de paix et de sécurité, une meilleure inclusion et une gouvernance économique plus solide dans un état de droit qui respecte les libertés individuelles et met le Congolais, le citoyen congolais, au centre de ses actions, la RDC sera mieux à même d'accomplir son destin. Nous pouvons maintenant tous imaginer un monde meilleur que nous souhaitons léguer à nos enfants ou à nos petits-enfants. Mais la splendeur de la RDC ne sera pas un accident. Elle ne se fera pas toute seule. Nous devons travailler pour cela. Elle se fondera sur les valeurs, la paix, la démocratie, les droits de la personne, le respect de la vie humaine, l'état de droit, le respect de la Constitution, la bonne gouvernance, le travail, la solidarité nationale et la justice sociale. La reconstruction de la RDC sera l'œuvre pas d'une poignée de personnes, mais de tous les 79,4 millions d'habitants qui constituent la principale matière première pour le développement de notre pays. La mise en œuvre de cette vision de développement permettrait d'atteindre, comme je vous l'ai montré, le plein emploi et d'augmenter le PIB par habitant de 394 $ aujourd'hui, le plus bas qui existe dans le monde, à 15 000 $ en 15 ans. Nous avons le pouvoir de faire de cette vision une réalité. La RDC a besoin d'un changement qui ne viendra pas en recyclant aux commandes des affaires de l'État les mêmes personnes dont nous connaissons les politiques ou bien les recettes et les résultats médiocres qu'ils ont réalisés. Le changement viendra avec de nouveaux leaders ayant une nouvelle vision de développement du pays. Et par nouveaux leaders, j'entends des personnes propres, intègres, expérimentées, compétentes,
et visionnaires qui n'ont jamais participé à la corruption, au pillage de nos richesses, à la mauvaise gouvernance et surtout à la destruction de notre pays. Je peux vous le dire sans hésitation devant vous. Moi, je n'ai jamais été corrompu. Mais rares sont les hommes politiques congolais. Des chefs d'État, des premiers ministres, des gouverneurs de provinces, des mandataires publics ou des hauts fonctionnaires de l'État qui peuvent en dire autant. La RDC a beaucoup de défis donc, de développement à relever. Je suis personnellement confiant à l'avenir de notre pays, car l'impossible n'est pas congolais. Ensemble, faisons cause commune dans la paix, avec amour du prochain et sans vengeance. Créons au cœur de l'Afrique une nouvelle République démocratique du Congo, un pays, comme le dit notre hymne national, plus beau qu'avant, et où la force du changement habite chaque citoyen. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.